Hi everybody, this is week 18 of the Book Thief Book Club. This week we're going to read Fresh Air, An Old Nightmare and What to Do with a Jewish Corpse, and Death's Diary, Cologne. So I'll be starting us off, and then Sasha will finish the first chapter and read the second one we're reading today. We'll have a bunch of questions. You'll see I went a bit crazy on my part. I have quite a few questions for you, but they're all connected, or mostly connected. And Sasha has some questions for you too. We're hoping that you're still enjoying doing this book club with us, and that's it. Okay. Bonjour, c'est notre 18e semaine de notre club de lecture pour la Voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va lire seulement 2 chapitres. On a de l'air frais, un vieux cauchemar et que faire d'un cadavre juif. Et puis, journal de la mort, Cologne. Et ce sont des chapitres excitants. Et aujourd'hui, Julie va lire la majorité de la première chapitre et ensuite je vais le finir et lire le deuxième. Et ensuite, on aura quelques questions pour vous. Seulement 2 questions pour moi, mais beaucoup de Julie. Et nous espérons que vous vous amusez encore. Et allons-y. Fresh Air, An Old Nightmare, and What to Do with a Jewish Corpse. They were by the Emperor River, and Liesel had just told Rudy that she was interested in attaining another book from the mayor's house. In place of the whistler, she'd read The Standover Man several times at Max's bedside. That was only a few-minute fair reading. She'd also tried The Shoulder Shrug and The Grave Digger's Handbook, but none of it seemed quite right. I want something new, she thought. Did you even read the last one? Of course I did. Rudy threw a stone into the water. Was it any good? Of course it was. Of course I did. Of course it was. He tried to dig another rock out of the ground, but cut his finger. That will teach you, thou mensch. When a person's last response was thou mensch or circle or arschloch, you knew you had them beaten. In terms of stealing, conditions were perfect. It was a gloomy afternoon early in March and only a few degrees above freezing, always more uncomfortable than 10 degrees below. Very few people were out on the streets, rain like gray pencil shavings. Are we going? Bike, said Rudy. You can use one of ours. On this occasion, Rudy was considerably more enthusiastic about being the enterer. Today it's my turn, he said, as their fingers froze to their bike handles. Liesel thought fast. Maybe you shouldn't, Rudy. There's stuff all over the place in there, and it's dark. An idiot like you is bound to trip over and run into something. Thanks very much. In this mood, Rudy was hard to contain. There's a drop, too. It's deeper than you think. Are you saying you don't think I can do it? Liesel stood up on the pedals. Not at all. They crossed the bridge and serpentined up the hill to Grand Strasse. The window was open. Like last time, they surveyed the house. Vaguely, they could see inside, to where a light was on downstairs in what was probably the kitchen. A shadow moved back and forth. We'll just ride around the block a few times, Rudy said. Lucky we brought the bikes, eh? Just make sure you remember to take yours home. Very funny, thou mensch. It's a bit bigger than your filthy shoes. They rode for perhaps 15 minutes, and still the mayor's wife was downstairs, a little too close for comfort. How dare she occupy the kitchen with such vigilance? For Rudy, the kitchen was undoubtedly the actual goal. He'd have gone in, robbed as much food as was physically possible, then if, and only if, he had a last moment to spare, he would stuff a book down his pants on the way out. Any book would do. Rudy's weakness, however, was impatient. It's getting late, he said, and began to ride off. You coming? Liesel didn't come. There was no decision to be made. She'd lugged that rusty bag all the way up there, and she wasn't living without a book. She placed the handlebars in the gutter, looked out for any neighbors, and walked to the window. There was a good speed, but no hurry. She took her shoes off, using her feet, treading on the heels with her toes. Her fingers tightened on the wood, and she made her way inside. This time, if only slightly, she felt more at ease. In a few precious moments, she circled the room, looking for a title that grabbed her. On 3 or 4 occasions, she nearly reached out. She even considered taking more than one, but again,
She didn't want to abuse what was a kind of system. For now, only one book was necessary. She studied the shelves and waited. An extra darkness climbed through the window behind her. The smell of dust and theft loitered in the background, and she saw it. The book was red, with black writing on the spine. Der Traumatker, the dream carrier. She thought of Max Vanderberg and his dreams of guilt, surviving, leaving his family, fighting the Führer. She also thought of her own dream, her brother, dead on the train, and his appearance on the steps just around the corner from this very room. The book thief watched his bloodied knees from the shove of her own hand. She slid the book from the shelf, tucked it under her arm, climbed to the window ledge, and jumped out, all in one motion. Rudy had her shoes, he had her bike ready. Once the shoes were on, they rode. Jesus, Mary, and Joseph, Meminger. It never called her Meminger before. You're an absolute lunatic, do you know that? Liesel agreed as she pedaled like hell. I know it. At the bridge, Rudy summed up the afternoon proceedings. Those people are either completely crazy, he said, or they just like their fresh air. A small suggestion. Or maybe there was a woman on Grand Strasse who now kept her library window open for another reason. But that's just me being cynical or hopeful, or both. Liesel placed the dream carrier beneath her jacket and began reading it the minute she returned home. In the wooden chair next to her bed, she opened the book and whispered, "It's a new one, Max, just for you." She started reading. Chapter 1. It was quite fitting that the entire town was sleeping when the dream carrier was born. Every day, Liesel read 2 chapters of the book, one in the morning before school and one as soon as she came home. On certain nights when she was not able to sleep, she read half of a 3rd chapter as well. Sometimes she would fall asleep slumped forward onto the side of the bed. It became her mission. She gave the dream carrier to Max as if the words alone could nourish him. On a Tuesday, she thought there was movement. She could have sworn his eyes had opened. If they had, it was only momentarily, and it was more likely just her imagination and wishful thinking. By mid-March, the cracks began to appear. Rosa Huberman, the good woman for a crisis, was at a breaking point one afternoon in the kitchen. She raised her voice, then brought it quickly down. Liesel stopped reading and made her way quietly to the hall. As close as she stood, she could still barely make out her mamma's words. When she was able to hear them, she wished she hadn't, for what she heard was horrific. It was reality. The content of Mama's voice. What if he doesn't wake up? What if he dies here, Hansi? Tell me, what in God's names will we do with the body? We can't leave him here. The smell will kill us. And we can't carry him out of the door and drag him up the street either. We can't just say, "You'll never guess what we found in our basement this morning." They'll put us away for good. She was absolutely right. A Jewish corpse was a major problem. The Hubermans needed to revive Max Vanderberg not only for his sake, but for their own. Even Papa was always the ultimate calming influence, was feeling the pressure. "Look," his voice was quiet but heavy. "If it happens, if he dies, we'll simply need to find a way." Liesel could have sworn she heard him swallow. A gulp like a blow to the windpipe. My paint card, some drop sheets. Liesel entered the kitchen. "Not now, Liesel." It was Papa who spoke, though he did not look at her. He was watching his warped face in a turnover spoon. His elbows were buried into the table. The book thief did not retreat. She took a few extra steps and sat down. Her cold hands felt for her sleeves, and a sentence dropped from her mouth. "He's not dead yet." The words landed on the table and positioned themselves in the middle. All 3 people looked at them. Half hopes didn't dare rise any higher. "He isn't dead yet. He isn't dead yet." It was Rosa who spoke next. "Who's hungry?" Possibly the only time that Max's illness didn't hurt was at dinner. There was no denying it as the 3 of them sat. There was no denying it as the 3 of them sat at the kitchen table with their extra bread and extra soup or potatoes. They all thought it, but no one spoke. In the night, just a few hours later, Liesel awoke and wondered at the height of her heart.
She had learned that expression from the dream carrier, which was essentially the complete antithesis of The Whistler, a book about an abandoned child who wanted to be a priest. She sat up and sucked deeply at the nighttime air. Liesel, Papa rolled over. What is it? Nothing, Papa. Everything is good. But the very moment she'd finished the sentence, she saw exactly what had happened in her dream. One small image, for the most part, always identical. The train moves at the same speed, copiously, her brother coughs. This time, however, Liesel cannot see his face watching the floor. Slowly, she leans over. Her hand lifts him gently from his chin, and there in front of her is the wide-eyed face of Max Vandenberg. He stares at her. A feather drops to the floor. The body is bigger now, matching the size of the face. The train screams. Liesel, I said everything is good. Shivering, she climbed from the mattress. Stupid with fear, she walked through the hallway to Max. After many minutes at his side, when everything slowed, she attempted to interpret the dream. Was it a premonition of Max's death? Or was it merely a reaction to the afternoon conversation in the kitchen? Had Max now replaced her brother? And if so, how could she discard her own flesh and blood in such a way? Perhaps it was even a deep-seated wish for Max to die. After all, if it was good enough for Werner, her brother, it was good enough for this Jew. Is that what you think? She whispered, standing above the bed. No. She could not believe it. Her answer was sustained as the numbness of the dark, wane and outlines of various shapes, big and small, on the bedside table. The presence. Wake up, she said. Il resta inconscient pendant 8 jours encore. À l'école, on entendit frapper à la porte. Entrez, dit Frau Ollendrich. La porte s'ouvrit et toute la classe se retourna. Rosa Huberman se tenait sur le seuil. Un ou deux élèves eurent un hoquet en la voyant, une petite armoire avec un ricanement peint au rouge à lèvres et les yeux comme du chlore. Une légende. Elle avait mis ses plus beaux habits, mais ses cheveux étaient dans un état épouvantable. Les mèches élastiques ressemblaient vraiment à une serviette grise. L'enseignante eut l'air affolée. Frau Huberman. Ses gestes étaient maladroits. Elle fouilla la salle de classe du regard. Liesel? Liesel jeta un coup d'œil à Rudy, puis elle se leva et se dirigea rapidement vers la porte afin de mettre le plus tôt possible un terme à la gêne. Elle la renferma sur elle et se retrouva seule dans le couloir avec Rosa, qui regardait de l'autre côté. Que se passe-t-il, maman? Rosa se retourna. Ne me fais pas le coup de que se passe-t-il, maman, espèce de petite zalmanche. Elle crachait les mots comme une mitraillette. Ma brosse à cheveux. Des rires filtrèrent par-dessous la porte de la salle de classe, mais furent rapidement étouffés. Maman? Le visage de Rosa avait une expression sévère et pourtant ses yeux souriaient. Bon sang, qu'as-tu fait de ma brosse à cheveux, petite voleuse, stupide zalmanche? Je t'ai dit 100 fois de ne pas y toucher, mais tu ne m'écoutes pas, bien sûr. La tirade se poursuivit pendant 1 minute encore. Liesel tenta désespérément de suggérer un ou deux endroits où pouvait se trouver la fameuse brosse. Soudain, Rosa attira Liesel à elle durant quelques secondes et chuchota quelques mots si bas que Liesel eut du mal à les comprendre. Tu m'as dit de venir te crier dessus, que tout le monde le croirait. Elle jeta des regards autour d'elle. Il s'est réveillé, Liesel. Il s'est réveillé. Elle sortit de sa poche le soldat de plomb, tout éraflé. Il a dit de te donner ça. C'était son préféré. Elle le tendit à Liesel en souriant, mais avant que la fillette ait pu répondre, elle reprit son discours courroucé. Alors, réponds, as-tu une idée de l'endroit où tu as pu la laisser? Il est vivant, pensait Liesel. Non, maman, je suis désolée, je me demande bien à quoi tu sers dans ce cas. Rosa la lâcha, lui fit un petit signe de tête et s'éloigna. Pendant un moment, Liesel resta immobile. Le couloir était immense. Elle examina le soldat dans sa paume. Son instinct lui disait de se précipiter à la maison, mais le bon sens lui interdisait. Elle rangea le soldat abîmé dans sa poche et regagna la salle de classe. Tout le monde attendait.
Vieille pique, dit-elle entre ses dents. Les autres élèves rirent de nouveau, pas Frau Hollandaise. Qu'est-ce que j'ai entendu? Liesel flottait sur un petit nuage. Elle se sentait indestructible. J'ai dit vieille bique, répondit-elle, hilar, et elle reçut sur le champ la main du professeur sur sa figure. Ne parle pas comme ça de ta mère, lança Frau Hollandrich. Mais cela ne fit guère d'effet à Liesel, qui essaya simplement de réprimer son sourire. Après tout, elle pouvait bien recevoir une vatchen, elle aussi. Maintenant, retourne à ta place. Bien, Frau Hollandrich. Près d'elle, Rudy osa prendre la parole. Jésus-Marie-Joseph, chuchota-t-il. Tu as les 5 doigts de sa main imprimés sur la figure. Ça va, dit Liesel. Max était vivant. Lorsqu'elle rentra chez elle cet après-midi, Max était assis sur le lit, le ballon crevé sur les genoux. Sa barbe le démangeait et ses yeux larmoyants luttaient pour rester ouverts. Un bol à soupe vide était posé près des cadeaux. Ils ne se dirent pas bonjour. Ce fut plus abrupt. La porte s'ouvrit en grinçant. Liesel entra et se tint devant lui. « Est-ce que maman vous a forcé à avaler ça ?» demanda-t-elle. Il fit oui de la tête, satisfait et épuisé. Mais c'était très bon. Vraiment? La soupe de maman? La bouche de Max s'étira. Ce n'était pas vraiment un sourire. Merci pour les cadeaux, dit-il. Merci pour le nuage. Pour celui-ci, ton papa m'a expliqué. Au bout d'une heure, Liesel décida de lui parler franchement. On se demandait ce qu'on ferait si vous mouriez, Max. Il comprit tout de suite. Tu veux dire comment vous débarrasser de moi? Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être. Il n'était pas en français. Vous avez raison. Il jouait doucement avec le ballon. Vous aviez raison d'y penser. Dans votre situation, un juif mort est aussi dangereux qu'un juif vivant, si ce n'est plus. J'ai fait un rêve aussi. Elle entreprit de le décrire en détail, le soldat de plomb à la main. Elle allait s'excuser de nouveau lorsque Max intervint. Liesel. Il plongea son regard dans le sien. Ne me fais jamais d'excuses. C'est moi qui t'en dois. Il se tourna vers les objets qu'elle lui avait apportés. Regarde tous ces cadeaux. Il prit le bouton et le garda dans sa main. Et Rosa m'a dit que tu étais venu me faire la lecture 2 fois par jour, quelquefois 3. Il contemplait maintenant les rideaux comme s'il pouvait voir à travers. Il se redressa un peu et se tut, le temps de quelques phrases muettes. Puis un frémissement gagna son visage. Liesel? Max se déplaça légèrement vers la droite. J'ai peur de me rendormir, lui confia-t-il. Dans ce cas, je vais vous lire quelque chose, dit Liesel d'un ton décidé. Et si vous vous rendormez, je vous gifle. Je ferme le livre et je vous secoue comme un prunier jusqu'à ce que vous vous réveillez. L'après-midi et une grande partie de la soirée, Liesel fit la lecture à Max Vandenberg qui, assis dans le lit, s'imprégnait des mots. Un peu après 22 heures, lorsque Liesel leva les yeux du porteur de rêve, elle s'aperçut qu'il s'était endormi. Inquiète, elle lui donna un petit coup sec avec le volume. Il s'éveilla. Pardon. Il se rendormit encore 3 fois. Par 2 fois, elle le réveilla. Les 4 jours suivants, il s'éveilla chaque matin dans le lit de Liesel. Ensuite, il retourna dormir près du feu, puis, vers la mi-avril, au sous-sol. Il allait beaucoup mieux. Sa barbe avait disparu et il commençait à se remplumer. Dans le monde intérieur de Liesel, ce fut un moment de grand soulagement. Au dehors, les choses commençaient à se gâter. Fin mars, la ville de Lübeck fut bombardée. Ce serait ensuite le tour de Cologne, puis d'autres villes allemandes, dont Munich. Oui, j'avais le patron sur le dos. Il faut que ce soit fait, il faut que ce soit fait. Les bombes arrivaient, et moi aussi. Alors, j'ai seulement une question pour ce chapitre, et c'est comment s'est sentie Liesel quand Rosa est arrivée à son école? And my question are, why does Rudy call Liesel a lunatic? Do you agree with him? Why or why not? What made Hans, Rosa, and Liesel so scared of Max dying in their house? Why? How do you think you would feel if you were in their situation? Okay. Et je vais continuer. Yeah. Okay.
Journal de la mort, Cologne. Ce 30 mai-là, je suis persuadée que Liesel Memminger dormait à point fermé lorsque plus d'un millier de bombardiers se dirigèrent vers la ville de Cologne. Résultat pour moi, à peu près 500 personnes, 50 000 autres privés d'abri errèrent parmi les décombres, tentant de s'y retrouver et de deviner quel pan de mur effondré avait été leur domicile. 500 âmes. Je les portais à la main comme des valises, ou bien je les jetais sur mon épaule. C'est seulement les enfants que j'ai emportés dans mes bras. Quand j'ai eu fini ma tâche, le ciel était jaune comme un journal en train de brûler. En le regardant attentivement, je distinguais les mots, ceux des gros titres qui commentaient l'évolution du conflit. Comme j'aurais aimé arracher tout ça, rouler en boule le ciel de papier journal et le jeter au loin. Mais j'avais mal aux bras et je ne pouvais me permettre de brûler les doigts. C'est que mon travail était loin d'être terminé. Comme vous pouvez imaginer, beaucoup de gens sont morts sur le coup. Pour d'autres, ce fut plus long. Je devais me rendre dans d'autres endroits encore, vers d'autres cieux, pour recueillir d'autres âmes. Lorsqu'un peu plus tard, je suis revenue à Cologne, peu après le passage des derniers avions, j'ai pu remarquer quelque chose d'étonnant. Je transportais l'âme calcinée d'une adolescente lorsque j'ai levé les yeux vers le ciel, maintenant couleur de soufre. Non loin de moi, il y avait un groupe de fillettes d'une dizaine d'années. L'une d'elles poussa une exclamation. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle pointa l'index en direction d'un objet noir qui tombait du ciel. Au début, cela ressemblait à une plume noire descendant doucement, ou à un peu de cendre. Puis l'objet grossit. La même fillette, une rouquine avec des taches de rousseur, répéta sa question sur un ton plus insistant encore. « Qu'est-ce que c'est donc ?» ?»« C'est un corps, suggéra un autre. Un corps tordu avec des cheveux noirs. C'est encore une bombe. Mais cela allait trop lentement pour être une bombe, tandis que l'âme de l'adolescente continuait à se consumer doucement entre mes bras. Je les accompagnais sur une centaine de mètres. Comme elle, je gardais les yeux fixés sur le ciel. Je ne voulais surtout pas regarder le visage abandonné de mon adolescente. Une jolie jeune fille. Elle avait désormais toute la mort devant elle. Une voix nous surprit. C'était celle d'un père mécontent qui ordonnait à sa progéniteur de rentrer. La rouquine réagit. Les petits points de ses taches de rousseur prirent la forme de virgules. « Mais papa, regarde !» L'homme fit quelques pas et identifia vite l'objet. « C'est le carburant, dit-il. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Le carburant, répéta-t-il. Enfin, le réservoir. Il était chauve, enveloppé dans des couvertures. Dans celui-ci, ils ont utilisé tout le carburant et ils se débarrassent du réservoir vide. Regardez, il y en a un autre là-bas. Et là aussi, avec un enthousiasme juvénile, toutes les fillettes scrutèrent le ciel à la recherche de réservoirs vides. Le premier atterrit avec un bruit mat. « On peut les garder, papa ?» ?»« Non. » Le papa, qui venait d'être bombardé et était encore sous le choc, n'avait pas l'esprit à ça. « Non, on ne peut pas les garder. »« Pourquoi ?»« Je vais demander à mon père si je peux l'avoir, moi, dit une autre fillette. »« Moi aussi. » Non loin des décombres de Cologne, un groupe de gamines ramassait des réservoirs de carburant vide dont leur ennemi s'était débarrassé. Moi, comme d'habitude, je ramassais des êtres humains. Je n'en pouvais plus. Et l'on était à peine à moitié de l'année. Et ma question pour celui-ci, c'est pourquoi la mort nous décrit-elle ce qui est arrivé à Cologne? Et c'est tout pour aujourd'hui. On va mettre les questions dessus la vidéo et s'il vous plaît, laissez des commentaires des questions si vous voulez et on vous verra la semaine prochaine. That's all for this week. We'll see you next week. We'll have all the questions in the post with the video and we'll see you. Yeah, we'll see you. Sorry, I already said that, didn't I? We'll see you next week. Bye. Au revoir.